ce qu'on va découvrir, ça va pas nécessairement être indicatif nécessairement des lois ou bon, des systèmes un peu plus précis. Ça va être un peu plus comme l'état sanitaire d'une population à un moment donné. Il y a quand même une variété de pathologies qu'on peut observer sur des squelettes archéologiques. On a les traumas qui étaient quand même fréquents dans des populations archéologiques, comme les fractures, par exemple. Ça peut nous indiquer un peu s'il y a eu un certain traitement. Si cette personne-là, elle a eu des traitements ou elle a peut-être eu un traitement médical quelque part ou quelqu'un qui savait un peu quoi faire. On peut étudier aussi les maladies infectieuses qui étaient quand même assez fréquentes, tuberculose, toutes ces choses-là. On peut étudier, on a aussi les maladies comme le cancer qui vont créer parfois des tumeurs, des métastases, des choses comme ça qui peuvent affecter les ossements. Les pathologies dentaires qui étaient, c'est une des choses qui est les plus fréquentes dans les collections archéologiques, là, les maladies dentaires. Mais encore là, ça peut être difficile de voir un peu, est-ce qu'il y a eu des traitements? Parce que parfois, les dents, on peut voir qu'elles ont été retirées avant la mort. Les dents, ça reste statique. Donc, c'est un peu comme un enregistrement de ces conditions-là dans le passé. Et ça, donc, c'est quand même intéressant parce que ça nous indique peut-être des influences culturelles, comment la société fonctionnait à l'époque. Est-ce que l'habillement avait une influence sur l'exposition au soleil? Donc, le soleil qui a un gros rôle à jouer dans le métabolisme de la vitamine D. Donc, en fait, ce que ça peut nous indiquer sur le système de santé, c'est que, il n'y avait pas nécessairement une compréhension extensive de qu'est-ce qui causait la déficience, ces déficiences-là. On a parlé des ossements humains, mais évidemment, les murs, les sites eux-mêmes permettent de documenter l'évolution du système de santé au Québec. On a fait des découvertes là-bas d'un bâtiment très, très particulier qu'on appelle les loges des insensés, qui nous a amené à faire une recherche sur justement le traitement de la maladie mentale dans le courant de l'histoire de la Nouvelle-France puis du Québec. On a commencé en donnant une aide financière aux hôpitaux à construire des loges, donc des petites cellules qui faisaient 8 pieds par 7 pieds par 6 pieds en pierre, où on enfermait les gens tout simplement qui étaient, disait-on, dérangés dans leur esprit. Alors qu'avant, les insensés se retrouvaient dans les villages, étaient pris en charge par le village. On parlait souvent du fou du village dont tout le monde s'occupait. Mais quand tous ces fous du village-là se retrouvent à Trois-Rivières, se retrouvent à Québec, ça en fait beaucoup dans les rues qui peuvent se promener. Alors, on les sortait, on les mettait là jusqu'à temps qu'ils guérissent. Le traitement a un peu changé. Là, l'idée derrière le traitement en asile, c'est le travail. Le travail, c'est la santé. En faisant travailler les personnes qui avaient perdu l'esprit, on pourrait leur donner un sens à leur vie, puis on pourrait les aider à retrouver un peu une santé mentale. L'histoire des asiles, de l'asile de Beauport et par la suite le Saint-Jean-de-Dieu à Montréal sont pas non plus... on est encore loin de comprendre comment soigner la maladie mentale. Puis des rapports d'aliénistes à la fin du 19e siècle racontent des histoires un peu d'horreur. Mais finalement, la vie dans l'asile n'était pas nécessairement mieux. Le monde de la psychiatrie a commencé dans les années 40 à utiliser le premier médicament qui a été inventé, c'est le Largactine. Ça a été très bien accueilli par le personnel parce que justement, il y avait de la difficulté à contentionner les gens qui étaient agressifs, qui étaient turbulents, etc. Donc, le Largactile, c'est un chapitre dans la psychiatrie au Québec particulièrement, qui a fait modifier, entre autres, à l'époque, on avait les électrochocs, puis il n'y avait pas autre chose qui était connu, la lobotomie aussi. D'après moi, les sources qui amènent de quoi plus près de l'actualité, c'est lors de la période de contact. La conséquence qui est bien décrite, bien documentée, c'est on va voir dans quelques décennies une disparition majeure des populations des Premières Nations, autant en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, secondaire à ce que la majorité s'entende pour dire être dû au choc viral. C'est sous Duplessis en 1936 que le département de santé publique va naître, qui est l'ancêtre du ministère de la Santé actuel, et il va l'associer même au département de bien-être social. Et le but étant de justement contrer les dispersions des maladies en tant que telles et essayer aussi d'avoir
une épidémiologie des pathologies qui sont fréquentes au Québec en tant que tel. Le 19, le 18, le 17e siècle, avec l'évolution de la médecine, les choses n'étaient pas toutes écrites. Donc, l'écriture va nous en apprendre une partie, le matériel archéologique, les vestiges archéologiques vont nous en apprendre une partie. Puis, on peut pas juste faire de l'archéologie, on peut pas juste faire de l'histoire, on peut pas faire juste de la bioarchéologie. Tout ça doit travailler ensemble pour qu'on ait une vision globale de cette évolution-là.